Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après ces quelques semaines de vacances bien méritées et on va faire aujourd'hui un update de lecture dans lequel je vais vous parler du roman Je pleure encore la beauté du monde. On parlera ensuite du Deux oiseaux d'Aurélie Wallenstein. On abordera également le roman Les vestiges du jour. Et on terminera avec le premier tome de La Voix éternelle. Donc on va commencer tout de suite. Je commence ce nouvel update lecture avec un roman qui aura certainement sa place dans mes flops annuels, à savoir Je pleure encore la beauté du monde. C'est écrit par Charlotte McConaghy et publié aux éditions Gaïa, qui est une sous-branche du groupe Actes Sud. Dans ce roman, nous suivons l'histoire d'Inti Flynn, une jeune biologiste australo-canadienne qui s'installe en Écosse dans le cadre de son travail qui consiste à mener des recherches sur la réintroduction des loups dans les forêts de ce pays. Cependant, le projet d'Inti ne va pas être bien reçu par la population locale et peu de temps après, un homme va être retrouvé mort et au vu des blessures qui ont causé son décès, le coupable naturel est très certainement l'un des loups. Mais Indy n'est pas certaine qu'un animal soit derrière cela et elle va donc mener l'enquête pour déterminer qui est le véritable coupable. Je pleure encore la beauté du monde avait au premier abord tout pour me plaire. Le travail éditorial me semblait soigné, l'histoire avait l'air très touchante et les critiques étaient dithyrambiques. Je n'ai pas pensé une seule seconde que j'allais être plus que déçue par ce livre. Et pourtant, ça avait bien commencé. Les premières pages installent une ambiance particulière, on évolue dans les grands espaces du Canada où la nature est à la fois belle et terrifiante, et comme on est isolé de la civilisation, on s'attache réellement au personnage d'Inti et de sa sœur, dont j'ai complètement oublié le nom. Après cette petite incursion dans l'enfance de notre protagoniste, on va s'envoler direction l'Écosse et les Highlands où on est directement plongé dans ce que je pensais être le cœur de l'intrigue, à savoir la réintroduction des loups dans l'environnement sauvage et la pédagogie autour de cet animal qui nous inspire la peur mais qui est pourtant essentiel. Essentiel au bon fonctionnement de la chaîne alimentaire et donc de la biodiversité puisque un prédateur va chasser le gibier et pousser ce dernier au mouvement et donc il ne va pas rester sur place à manger encore et encore les mêmes ressources dans les mêmes zones sans jamais laisser le temps à la terre de se régénérer puisqu'il ne se sent pas en danger. Je pensais que cet aspect de réintroduction des loups serait le point central de l'histoire, qu'Inti emploierait son temps et ses connaissances à éduquer la population locale sur les réels comportements des loups, leur apprendrait comment protéger leur exploitation agricole et les troupeaux de moutons des prédateurs, mais non. Certes, on a quelques incursions dans la forêt pour observer les loups, on récolte de temps à autre des données, mais en réalité, les loups ne seront que peu présents dans cette intrigue, et finalement, j'ai appris que très peu de choses à leur sujet. Le cœur du récit n'est pas indiqué sur la quatrième de couverture, ce n'est ni la réinsertion d'un prédateur dans un milieu où il a autrefois été chassé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'individus de cette espèce, et ce n'est pas non plus le meurtre. En réalité, Je pleure encore la beauté du monde parle de reconstruction face à un drame, et ça, je ne l'avais pas vu venir. Que l'on parle de reconstruction n'est pas un problème. Ce que je regrette, c'est que tout le récit qui m'interpellait à l'origine n'était qu'en réalité un prétexte. L'autrice a choisi les loups, mais elle aurait bien pu utiliser son personnage pour planter des conifères ou observer des abeilles, que ça aurait été pareil. J'avais choisi ce récit pour les loups, pour en apprendre plus sur eux et pour avoir des nouvelles informations, et eh bien je ne les ai pas eues. En réalité, l'autrice n'a pas été capable de mêler tous les sujets du livre. J'ai eu cette sensation durant ma lecture que rien ne s'imbriquait dans rien, que rien ne faisait réellement sens. On a un aspect nature writing peu développé, une romance cliché et exaspérante qui se résume à Fuis-moi, je te suis, et en troisième lieu, on a tout l'aspect qui tourne autour d'une relation sororale et d'un drame qui a tout bouleversé. Je vais pas m'appesantir davantage sur l'aspect nature writing, je l'ai déjà assez fait.
je vais plutôt vous parler de la romance et du point central de l'histoire, la reconstruction des personnages face à un traumatisme, parce que j'ai pas mal de choses à redire et ça me permettra aussi de vous parler des personnages qui sont une des autres faiblesses de ce roman. Déjà, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé la romance totalement inutile. Elle parvient très rapidement dans le roman et au vu de la rencontre entre l'intérêt amoureux et Inti, je me suis demandé si je lisais un roman noir ou bien un harlequin parce que je ne voulais pas lire une quelconque romance cliché. Je me suis quand même rapidement faite à l'idée qu'il y aurait une romance et ça ne m'aurait pas dérangé si celle-ci avait été bien développée et bien écrite. Mais non, la relation entre Inti et Duncan est cliché et mélodramatique. Inti passe son temps à souffler le chaud et le froid, à utiliser la gentillesse de Duncan quand ça l'arrange bien et la minute d'après à le trouver vraiment suspect. Ils ne se connaissent pas, n'ont jamais réellement pris le temps de se découvrir et pourtant l'autrice insiste sur le fait qu'ils sont destinés à être un couple heureux, fort et solide et qu'ils sont vraiment destinés à être ensemble. J'ai vraiment envie de rire parce que je ne sais pas où sont les bases solides, où est le respect, la confiance mutuelle et l'écoute. Mais si seulement la romance n'était que le seul point bancal. Le lien sororal qui unit les jumelles est aussi fantasmé et peu nuancé au possible. Si vous voulez un roman incroyable qui met en scène des jumelles dont le lien est puissant mais réaliste, je ne peux que vous conseiller Du côté sauvage de Tiffany McDaniel qui a été l'un de mes coups de cœur en 2024. Dans ce roman-ci, Inti n'a de cesse de se comparer à sa jumelle, de vouloir être exactement comme elle, d'envier absolument tout d'elle. À aucun moment, elle fait un pas de côté, s'émancipe et fait ses propres choix. Tout ce qu'elle fait, c'est pour ressembler à sa jumelle, pour lui prouver son amour indéfectible, même quand celle-ci commet des horreurs. Et la question du pardon ne se pose pas pour notre protagoniste parce que tout ce que fait sa jumelle ne provoque aucune réaction en elle. Et moi, j'avais vraiment du mal à comprendre cette admiration sans limite pour cette jumelle. Je comprends totalement quand elles étaient enfants qu'Inti rêvait d'être aussi courageuse et intrépide qu'elle, mais ce sentiment n'a de cesse de persister et encore maintenant, on a l'impression qu'elle ne se sent pas à la hauteur, que c'est elle qui est responsable de l'état de sa sœur. Parce que oui, au début du roman, on va découvrir que ce personnage n'est en réalité que l'ombre d'elle-même. Elle ne sort pas du cottage, ne parle pas, etc. Et on va découvrir le drame qui l'a touchée, et bien sûr, ça m'a fait de la peine pour elle. J'ai ressenti de la compassion, même si j'avais compris ce qui allait se passer bien avant que l'autrice nous le dise. Pourtant, le traitement du stress post-traumatique m'a mis mal à l'aise. Je ne suis pas psychologue et je ne connais pas grand-chose sur le sujet, mais il me semblait qu'il y avait quelque chose de profondément incohérent, et pour ça, bon, il va falloir que je vous spoil la fin du livre. Donc, si vous ne voulez rien savoir, vous pouvez directement passer au timecode qui indiquera la fin de la partie spoiler. Donc, c'est parti pour vous raconter ce qui se passe dans ce livre. Comme je l'ai indiqué, après la réinsertion des loups dans la forêt, un corps sans vie sera retrouvé. Les habitants accusent directement un loup au vu des blessures spectaculaires. Néanmoins, Inti n'en est pas certaine et elle va passer tout le livre à accuser Duncan suite à un différend amoureux qui s'est déroulé plusieurs années avant les faits. Mais elle va changer d'avis lorsqu'elle retrouvera Duncan blessé à la gorge et son chien grièvement blessé. Alors Inti va aussi penser qu'il s'agit d'un loup. Je vous passe la partie de chasse où Inti va accoucher sans aucune difficulté un bébé en parfaite santé alors qu'elle a passé l'intégralité de sa grossesse sans un suivi médical adapté et sans prendre les précautions nécessaires pour préserver sa santé et celle de son enfant. Bref, elle finit par tuer le loup qui serait responsable de tout. Or, il s'avère que ce pauvre animal était innocent depuis le départ et que la véritable coupable est en réalité la sœur jumelle d'Inti. On a quand même passé notre temps à nous dire qu'elle était incapable de sortir du cottage et je n'ai aucun doute là-dessus puisqu'une scène nous le prouve très clairement. Mais lorsque c'est nécessaire pour l'intrigue,
Elle peut sortir de chez elle, tuer un homme de sang-froid, blesser grièvement l'intérêt amoureux de sa sœur, le rendre muet et aussi infliger des graves blessures qui coûteront la vie à son chien simplement parce qu'il a voulu défendre son maître. Personnellement, ça m'a révoltée parce qu'à aucun moment on ne ressent de l'animosité, de la colère ou de l'incompréhension. Et ce, autant de la part d'Inti que de Duncan. Mais bon sang, elle t'a sévèrement blessé à la gorge, tu es devenu incapable de parler, et la cerise sur le gâteau, elle fait du mal sans sourciller à ton animal de compagnie, à ton meilleur ami qui n'a fait que te défendre. La seule réaction que les personnages ont, c'est un haussement d'épaule, et ça m'a rendue folle. Je vais pas m'étendre sur ces passages parce que je pourrais encore en parler durant des heures. Je pense qu'il faut simplement retenir que je ne comprends pas pourquoi de telles choses laissent les personnages de marbre. Bref, je referme la parenthèse du spoiler. En ce qui concerne le style d'écriture, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je n'ai rien souligné de particulier là-dessus. Ça se lit assez facilement, je dirais que le style est plutôt classique. Il y a quelques moments où l'autrice essaye d'être plus lyrique, plus poétique. Ce ne sont pas des passages spécialement transcendants, mais ça ne tombe pas non plus comme un cheveu dans la soupe. On est loin du coup de cœur attendu pour ce livre, mais je lirai tout de même un autre roman de l'autrice. J'ai dans mon viseur Les fantômes de Shearwater et j'espère qu'elle a mieux dosé le mélodrame. Je poursuis avec un roman de fantasy qui commençait à prendre un petit peu la poussière dans ma pile à lire, Le Dieu Oiseau, écrit par Aurélie Wallenstein et publié aux éditions Scrinéo. Dans ce roman, nous suivons l'histoire de Faolan, un jeune esclave qui est bien déterminé à participer à la quête de l'homme-oiseau, quête déterminant qui pourra diriger l'île et ses différents clans durant les 10 prochaines années. Et si notre protagoniste a vraiment envie de gagner cette compétition alors qu'il n'a que peu de chances d'y parvenir, c'est parce que la défaite de sa famille à la précédente édition leur a coûté la vie et qu'il a dû assister à tout ça avant d'être réduit en esclavage. Mais en participant à cette quête, Faolan devra laisser son humanité de côté et devenir comme ses bourreaux. Personnellement, j'ai découvert cette autrice il y a déjà 4 ans avec son roman Le désert des couleurs, qui était une magnifique fable écologique et qui parlait avec brio des liens familiaux. C'était un roman plus lumineux, plus doux, et je pense que je préfère l'autrice dans ce registre-là. Non pas que je n'aime pas la dark fantasy ou que j'ai trouvé le dieu oiseau mauvais ou inintéressant à lire. Au contraire, c'est un roman qui parle plutôt bien du pouvoir de la manipulation des foules, du désir de vengeance et de la reproduction de la violence. C'est un roman qui est extrêmement sombre, poisseux et qui ne se censure pas. Il y a de nombreuses scènes explicites où la violence y est extrême. Et forcément, j'ai eu l'impression que l'autrice ne se concentrait que sur ça. Ça a rendu le récit assez addictif parce qu'on se demande quel sera le prochain combat de Faolan, s'il y survivra et si oui, de quelle manière il va réussir à se sortir de cette situation. Mais il n'y a pas de moment où on peut reprendre sa respiration, où on peut espérer quelque chose de positif pour les différents personnages, et ça m'a un petit peu manqué. L'autrice se concentre sur deux choses. D'une part, l'action, parce que les péripéties s'enchaînent et comme je le disais, ça rend le roman vraiment addictif. Et on va parler d'autre part de la relation particulière entre Faolan et Torok, son bourreau. Je dis particulière parce qu'il y a de l'ambiguïté dans cette relation. On n'est pas dans un schéma de victime slash bourreau, mais j'ai plus eu l'impression qu'ils étaient en réalité les deux facettes d'une même pièce, ou alors que Faolan ressemblait bien plus à Torok qu'il n'aurait voulu l'admettre. Parce que Faolan se sent différent, il pense que sa violence est plus légitime que celle de Torok. Or, je pense que tous les deux ont été élevés dans la violence et dans une quête de vengeance infinie, puisque la quête de l'homme-oiseau détruit tout le monde et a engendré un climat de haine depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et puis, quand on voit à quel point Faolan peut être aussi violent et cruel que Torok, ce serait naïf de croire que lui est différent, que lui va utiliser son règne pour mettre en place un nouveau système basé davantage sur l'égalité, etc. Si la relation entre Faolan et Torok est intéressante et bien exploitée,
Les autres personnages et les liens qu'ils créeront avec notre protagoniste n'auront malheureusement pas cette chance. J'ai eu l'impression que les autres personnages n'étaient pas aussi bien développés, même pour ceux qui feront un petit bout de chemin avec Faolan. Leur personnalité, leur motivation, tout restera un petit peu en surface et on se contentera de résumer les personnages par leur propre quête de vengeance. On ignore quel lien ils ont envie d'entretenir avec le pouvoir, que vont-ils faire s'ils gagnent cette quête, etc. Et je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais voulu en savoir plus, j'aurais voulu voir s'il était possible pour Faolan de trouver une personne qui n'a pas envie du pouvoir, qui veut juste mettre fin au cycle éternel de la violence et qui le fasse réfléchir sur ce besoin viscéral de vengeance. Mais il n'y a pas que ça qui me laisse insatisfaite. Il y a aussi l'univers. Comme on est concentré sur une succession de scènes d'une violence inouïe, on ne prend pas vraiment le temps de développer avec moult détails l'univers. J'ai deviné des inspirations venues de la mythologie aztèque à la moitié du livre, mais j'aurais voulu comprendre ça depuis le départ. J'aurais vraiment voulu voir un univers bien dessiné dès les premières pages du livre. C'est assez frustrant d'avoir peu d'informations sur le décorum, sur tout ce qui entoure cette quête de l'homme-oiseau. On ignore ce que les précédents gagnants ont apporté à ce peuple. Est-ce qu'ils ont été violents? Est-ce qu'ils ont mis en place des règles pour que la vie en société soit plus appréciable? Finalement, j'ai l'impression que l'autrice aurait pu aller plus loin dans la construction de son world building. J'avais devant les yeux un univers qui me semblait vraiment intéressant et plein de promesses, mais je n'ai eu que peu de réponses. Déjà parce que le protagoniste ne remettait pas vraiment en cause ses croyances et le système établi, et puis parce que, comme je l'ai déjà dit, on se concentre vraiment plus sur l'action. Je vais terminer cette chronique en vous disant que si vous avez envie d'un livre assez sombre et pour lequel il y a beaucoup d'action, je pense que Le Dieu Oiseau répondra à vos attentes. Mais si vous avez envie d'un roman de fantasy où l'univers est plus développé, où les personnages tissent des liens forts, je me répète, mais dirigez-vous plutôt vers Le Désert des couleurs qui est vraiment incroyable. Je poursuis avec Les Vestiges du jour de Kazuo Ishiguro. Pour ma part, j'ai l'édition chez Folio, mais ce roman a été édité par d'autres maisons d'édition comme 10-18, Belfond, etc. Ici, nous suivons l'histoire d'un majordome anglais qui décide d'utiliser ses quelques jours de congé afin de visiter la campagne anglaise et de rejoindre Miss Kenton, une ancienne collègue, pour essayer de la réembaucher dans le manoir dans lequel ils ont tous les deux travaillé il y a de nombreuses années. Et durant ce voyage, notre protagoniste va se souvenir des moments marquants de sa vie professionnelle. J'ai longtemps cru que Les Vestiges du jour, c'était un roman sur une histoire d'amour manqué et sur les regrets qui entraient le narrateur. Mais en réalité, il n'est pas question d'amour. C'est plus un roman sur les prémices de la Seconde Guerre mondiale et sur ce que la classe politique et la bourgeoisie ont essayé de mettre en place pour l'éviter. Donc on est bien loin de mes attentes et on est vraiment loin de parler d'amour impossible et de regrets. D'autant plus que je n'attendais pas l'auteur sur ce terrain-là. J'ai déjà lu 2 de ses romans, c'était tous les deux de la science-fiction, mais ils étaient très différents à bien des égards. Dans Clara et le soleil, dont j'ai eu un gros coup de cœur, Kazuo Ishiguro parle d'intelligence artificielle, et dans Auprès de moi toujours, il imagine des êtres humains vivants dans une société à part, utilisés pour une fonction bien précise. Mais sincèrement, je pense que l'auteur n'a pas reçu le prix Nobel de littérature pour rien, parce qu'il peut tout écrire. Il peut écrire de la science-fiction prenante et loin des clichés et du pessimisme du genre, mais il peut également écrire un récit historique doux amer dans lequel il s'interroge sur le pouvoir, les dominations sociales et ses exigences particulières que l'on confie aux personnes qui travaillent dans le monde du service. C'est un secteur qui doit être stressant et où les travailleurs et travailleuses évoluent constamment sur un fil en équilibre et où la moindre erreur peut rompre justement cet équilibre précaire. Ils doivent être attentifs et anticiper tous les besoins avant qu'ils se présentent, tout en étant à la fois invisibles et suffisamment présents pour rassurer les personnes qu'ils et elles servent.
Toutes les réflexions sur ce milieu étaient intéressantes et je ne pensais pas être aussi happée par ce récit de vie, mais je pense que c'est surtout dû au fait que la narration de Mr. Stevens n'a rien de froide. On ressent chacune de ses émotions, son envie de bien faire, mais également ses dilemmes, ses doutes et ses regrets. Mais la vie professionnelle de Stevens n'est pas le seul élément que j'ai aimé. J'ai aussi beaucoup aimé ce road trip à travers la campagne anglaise. C'était dépaysant et bucolique de voyager sur ces routes de campagne et visiter ces petites villes loin de l'agitation. Je trouve qu'encore une fois, l'auteur nous fait voyager et nous immerge complètement dans l'Angleterre rurale, loin de Londres ou d'une autre grande ville. Et je peux vous assurer que j'avais vraiment l'impression d'être dans un des petits villages du Devon ou dans les Cornouailles, alors que j'étais chez moi ou dans ma voiture si je lisais ce livre durant ma pause de midi en présentiel. J'ai également adoré retrouver la plume de Kazuo Ishiguro. Encore une fois, la narration est prise en charge par une personne, en l'occurrence Mr. Stevens, et pendant très longtemps j'étais moins fan de la narration à la première personne, et aujourd'hui encore je préfère largement une narration extérieure. Néanmoins, je trouve que l'auteur parvient à maîtriser ce type de narration et à ne pas tomber dans quelque chose de trop maladroit ou de trop nombriliste. En plus, au vu du sujet, je pense que ce choix de narration se justifie largement, sinon on aurait eu quelque chose de très froid, d'impersonnel, et il aurait été vraiment difficile de s'attacher au personnage de Stevens. S'il ne se livrait pas sans phare, il y aurait eu une distance infranchissable, et ça aurait été dommage. Je ne vais pas m'éterniser davantage sur ce livre parce que la vidéo doit être déjà assez longue et que je vais certainement parler encore un long moment du dernier livre que je dois vous présenter. Je vais juste résumer en disant que Les Vestiges du jour a été une excellente surprise et que si vous avez envie de découvrir l'œuvre de Kazuo Ishiguro, je ne peux que vous le recommander. Et je termine cette update lecture avec mon tout premier coup de cœur de l'année et je peux encore une fois remercier ma bibliothécaire de m'avoir parlé de ce roman avec autant d'enthousiasme, sinon je serais passée à côté et ça aurait été vraiment triste. Ce roman, c'est le premier tome de La Voix éternelle, il s'intitule La disciple du corbeau et il est écrit par Antonia Hodgson et publié chez Brajlon. Pour ce livre-ci, je vais vous lire la 4e de couverture parce que je trouve qu'il dévoile juste ce qu'il faut de l'intrigue et de la narration assez particulière du récit. Elle pourrait gagner le trône ou détruire un empire. Quoi qu'il arrive, cela commence par la mort. Envolons-nous jusqu'à l'empire d'Orone où, après 24 ans de paix, le règne de Bersin doit prendre fin. Dans la chaleur suffocante de l'île impériale, 7 candidats s'affrontent afin de prendre sa place. À l'image de leurs maisons respectives, ce sont des guerriers, des penseurs, des stratèges exceptionnels, les meilleurs qu'ils soient. Puis, l'un de ces candidats est assassiné. Il revient à Nemakra, l'étrange et brillante érudite de l'empereur, de démasquer le coupable avant la fin des épreuves. Pour ce faire, elle doit élucider un dangereux mystère vieux de plusieurs générations, tout en s'efforçant de battre 6 guerriers dont chacun recèle ses parts d'ombre et ses ambitions, y compris celui qu'elle a toujours aimé. Nema se croit seule. Pourtant, nous pouvons l'aider, si toutefois elle l'accepte. Si elle réussit, elle obtiendra le trône. Si elle échoue, c'est la mort qui l'attend. Mais nous ne le permettrons pas. Nous sommes le corbeau et nous sommes magnifiques. Ça fait plusieurs années que je n'apprécie plus autant les livres de fantasy. En réalité, je pense que depuis l'immense coup de cœur que j'ai eu pour La Cité des livres qui rêvent de Walter Moors, mes exigences ont évolué et j'ai eu du mal à retrouver une histoire qui me fascine, qui me tient en haleine et pour lequel j'ai envie de lire et relire le roman pour trouver de nouveaux détails et pour m'immerger sans cesse dans l'univers. En plus, si ma bibliothécaire ne me l'avait pas conseillé, je ne me serais jamais intéressée à ce roman. J'ai l'impression que depuis plusieurs années, en réalité depuis l'avènement de la romantaisie sur TikTok et le rachat de Brajlon par le groupe Hachette, que toutes les fantaisies se ressemblent. Même type de résumé, la lumière uniquement mise sur des tropes, même travail éditorial et même couverture similaire. J'étais frustrée
qu'un genre où le champ des possibles est infini devienne aussi uniforme. Mais La Voix éternelle sort vraiment du lot, et tout au long de ma lecture, je n'ai cessé d'être surprise par ce que l'autrice me proposait. Déjà, on a un univers très riche, détaillé et cohérent. Dans le monde de la Voix éternelle, la religion des Huit est omniprésente et contrôle chaque aspect de la vie des habitants. J'ai adoré le fait que chacun s'affilie auprès du gardien de son choix et qu'il embrasse les valeurs de celui-ci. Et je ne veux pas entendre quelqu'un souffler et comparer ça à Harry Potter et aux maisons de Poudlard, parce qu'Harry Potter n'a pas le monopole des histoires de magie, et c'est pareil pour les répartitions entre les différents gardiens et les symboles que ces derniers incarnent. Je n'ai pas cessé de me demander vers quel gardien je m'affilierais si j'étais dans cet univers. Je pense que même si le nom de ma chaîne peut laisser sous-entendre que j'irai chez les renards, je crois que c'est un entraînement bien trop dangereux pour moi. Je pense que je me sentirais plus à ma place soit chez les corbeaux, soit chez les singes, ou alors chez les taureaux, qui ont l'air d'être des personnes tellement gentilles et altruistes. J'ai aussi aimé le fait que l'autrice ait apporté un soin particulier aux détails de l'univers, aux mythes et légendes, aux chansons, etc. Ça rendait l'univers vraiment crédible. Je suis particulièrement sensible à ce genre de détails. En plus, ils étaient au service de l'histoire. Tous ces mythes n'étaient pas là dans un but purement artificiel. Chaque élément du récit était là pour une raison particulière et ils étaient utiles à l'avancement de l'intrigue. Franchement, c'est très satisfaisant de voir les pièces s'imbriquer les unes aux autres, d'essayer de comprendre l'impact de tel élément. Tout ça m'a plongé dans intrigue qui était par ailleurs incroyable. Dans ce premier tome, on est plus sur une intrigue politique, sur des jeux de pouvoir et d'alliance, puisque le trône de l'Empire est sur le point d'être vacant. Je suis particulièrement difficile avec ce type d'intrigue parce que je trouve qu'on l'utilise comme excuse au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de retournements de situation, que ce soit lent, etc. Eh bien, rassurez-vous parce que même si j'ai mis à peu près 3 semaines pour lire cette brique, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde et j'ai trouvé cette intrigue politique extrêmement bien menée. C'est addictif, on va de surprise en surprise et je peux vous assurer que vous ne verrez pas venir la révélation finale. J'étais choquée du début jusqu'à la fin et mon cerveau n'a pas arrêté d'élaborer des théories qui se sont parfois révélées partiellement vraies et j'étais heureuse d'avoir réussi à découvrir quelques éléments et de comprendre aussi ce qui m'avait échappé pour être totalement dans le vrai. Mais même avec mon cerveau qui tournait à plein régime, je ne pouvais pas anticiper la fin qui était juste dingue. Elle m'a obsédée et je n'avais qu'une seule envie, relire le livre depuis le début pour traquer chacun des indices parce que je sais qu'il y en avait. Ils étaient minimes certes, mais je n'aurais jamais pu penser qu'ils pouvaient révéler ce qui allait se passer à la fin. Je me répète sûrement, mais je sais qu'un roman est un coup de cœur quand j'ai envie de relire directement le livre, de traquer le moindre détail et surtout de ne pas laisser les personnages derrière moi. Je sais que je vais les retrouver parce qu'un second tome est en cours d'écriture, mais la question c'est quand est-ce qu'il sortira ? Sincèrement, j'ai adoré tous les personnages de ce roman, que ce soit Nema la protagoniste, Quin le candidat du renard. J'ai aussi adoré le personnage de Tala qui est un personnage droit et réfléchi. Et j'ai aussi adoré découvrir l'évolution du personnage de Ruko qu'on nous présente comme l'antagoniste. Et c'est vrai qu'au départ, c'est compliqué de l'aimer et de s'y attacher, mais l'autrice apporte beaucoup de nuances autour de ce personnage. Et là, j'ai qu'une seule envie, c'est de le voir s'en sortir par tous les moyens. Vous l'aurez compris, je peux parler de ce roman pendant des heures et je n'ai qu'une seule envie, que le second tome sorte rapidement. J'ai hâte de le découvrir et j'espère sincèrement qu'il sera à la hauteur de ce premier tome qui a été un gros coup de cœur. D'ailleurs, j'espère que vous êtes prêts à revoir ce livre régulièrement sur la chaîne. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu.
N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me faire part de vos dernières lectures dans l'espace des commentaires. Je serai ravie d'en discuter avec vous. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permet également d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.